Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui à Baltimore, aux États-Unis, pour une affaire vraiment très bizarre où la ségrégation malheureusement encore présente à cette époque va jouer un rôle. La ville de Baltimore, dans le Maryland, possède un riche passé historique ainsi qu'un charmant parc appelé Druid Hill Park. Cet endroit bucolique au cœur de la ville donne l'occasion aux familles de souffler en pique-niquant et en permettant aux enfants de jouer et de nager dans une des piscines. Il se résume à ça en 1969, mais s'est enrichi depuis de terrains de golf, de tennis et autres joyeusetés. Par contre, son lac était déjà bien là en 69 et il est au centre de notre affaire. Et on ne parle pas d'une simple pataugeoire là. Il est l'un des plus grands lacs artificiels des États-Unis et a une profondeur moyenne de 9 mètres. Une fontaine dans le lac complète le décor avec ses jets d'eau et ses jeux de lumière une fois la nuit tombée. Un lieu magique. Shirley Lee Widgeon voit le jour le 30 janvier 1934. Très vite, elle adopte le surnom de Rusty. Elle grandit avec un esprit libre et une volonté de changement, ce qui n'est pas facile en ces années encore marquées par la ségrégation, et elle supporte mal le divorce de ses parents, Teresa et Cécile. Malgré ça, elle devient une très belle jeune femme courageuse et indépendante. Elle se marie une première fois avec un homme qui vit en Pennsylvanie et avec qui elle a un fils, Richard Price Jr. Le mariage ne tient pas et elle divorce. Son fils reste vivre en Pennsylvanie avec son père. Elle rencontre ensuite Joe Parker à Baltimore qui possède un magasin de disques et est disc-jockey. Un enfant appelé David naît de cette union qui ne dure pas non plus. Shirley vit dorénavant avec son fils cadet David et sa maman Teresa. Elle mène une vie très active et a plusieurs emplois. Au moment de l'affaire, elle travaille comme secrétaire pour une section locale de l'Urban League. Créée en 1924, l'Urban League, qui existe toujours sous le nom de Greater Baltimore Urban League, milite pour de meilleures conditions de vie et de meilleures perspectives d'emploi pour les Afro-Américains de Baltimore. Sa beauté lui permet aussi de faire du mannequinat et elle est comptable ainsi que serveuse au Sphinx Club. Situé sur Pennsylvania Avenue, ce club est l'une des premières boîtes de nuit appartenant à des Afro-Américains. Elle a un succès fou et on peut y rencontrer de nombreux artistes de jazz. Comme si tout ça ne suffisait pas, elle est bénévole pour la NAACP, une autre association militant pour les droits des Afro-Américains. Bref, Shirley est une femme courageuse, engagée, pétillante et bien occupée. Elle tient à offrir une belle vie à ses fils, même à son fils aîné qui ne vit pas avec elle. Elle participe à son éducation malgré l'éloignement. Cette vie à 200 à l'heure ne l'empêche pas de faire la connaissance d'un nouvel amour, Arno West. Je n'ai malheureusement pas de photo du bonhomme. La relation est parfois tumultueuse et l'homme de 33 ans vit ouvertement au crochet de Shirley. Le 23 avril 1969, elle rejoint des amis dans un bar pour passer une soirée de détente. C'est là qu'elle apprend une nouvelle qui va la rendre folle de rage. Son cher petit ami a utilisé son argent pour acheter des vêtements à une autre femme qui est aussi sa petite amie. Charmant le gars. Le sang de Shirley ne fait qu'un tour et elle quitte le bar pour aller confronter le malotru. Elle ne sut pas sang et eau pour gagner sa vie pour se faire humilier de cette façon. Direction Greens Fall Parkway où le goujat vit avec sa maman. Une dispute éclate dont profite tout le voisinage. Ensuite, le couple monte en voiture pour aller boire un verre et discuter plus sereinement. La suite de la soirée, c'est Arno qui la raconte. D'après lui, Shirley voulait aller faire un tour au parc Druid Hill. Il l'aurait vue escalader une barrière de 3 mètres car elle voulait aller se baigner dans le lac. Il aurait réussi à l'en dissuader et l'aurait ramenée chez elle. Le lendemain matin, Teresa remarque que sa fille n'est pas là et n'a pas dormi dans son lit. Elle passe quelques coups de fil à ses amis et se rend aux endroits où elle pourrait être, mais aucune trace de Shirley. Elle déclare la disparition de sa fille à la police. Ce même jour, Arno appelle aussi la police car il a trouvé un indice important, le sac de Shirley qui était accroché à la clôture entourant le lac. Ce sac est montré à Teresa et David qui l'identifient comme appartenant bien à la disparue. Comme elle voulait se baigner, selon Arno, la police pense à une noyade accidentelle. Pire, après la dispute du couple, Arno dit qu'elle a peut-être mis fin à ses jours dans le lac. Teresa écarte ces hypothèses. Elle dit « Shirley est une excellente nageuse. Elle a même été maître nageuse à la piscine de Druid Park. Elle n'aurait jamais mis fin à ses jours. Elle aime la vie.
Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître sans m'appeler ni prendre des nouvelles de son fils, David, âgé de 9 ans, qui est ici avec moi. Il a dû se passer quelque chose de terrible. Le 12 mai, la police prend la décision de draguer le lac pour retrouver le corps de Shirley, en vain. Personne ne sait ce qui a pu lui arriver. Il faut dire que la presse dite blanche de Baltimore ne relaie pas du tout l'information. Seul le journal Baltimore afro-américain se préoccupe de son sort et en parle. Une médium qui habite à l'est de Baltimore se manifeste. Elle dit commencer à ressentir des vibrations. Elles sont de plus en plus fortes au début, mais diminuent ensuite pour une raison inconnue. Elles n'ont pas permis d'aider la police, mais la médium dit que cette affaire va se révéler être l'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire. Le 2 juin, une équipe d'électriciens du bureau des routes de Baltimore se rend au sommet de la fontaine pour réparer les projecteurs qui ne fonctionnent plus. Pour ce faire, ils doivent utiliser une barque car la fontaine se trouve à 116 mètres de la rive la plus proche. Le sommet de l'édifice est situé à 6 mètres au-dessus de l'eau. Pour l'atteindre, il faut grimper à une échelle métallique de 5 mètres et demi et enjamber un rebord, ce que font nos électriciens. C'est à ce sommet qu'ils découvrent un corps de femme vêtu en état de décomposition avancée. Il est coincé entre les tuyaux et les spots et il flotte dans une dépression d'1,20 m de profondeur. L'identification est rendue difficile à cause de la décomposition. Son visage est méconnaissable. Comme il n'y a pas des dizaines de femmes disparues, la relation est rapidement faite avec Shirley. Le légiste finit par confirmer son identité grâce à l'aide du FBI à qui il envoie ses empreintes. Alors ne pensez pas qu'elle avait un casier judiciaire, elle avait travaillé à la poste avant et on prenait les empreintes des employés à l'époque. J'ignore si ça se fait encore de nos jours. La cause du décès est également difficile à établir. Il y a de l'eau dans ses poumons, mais c'est impossible de savoir si elle est arrivée là avant ou après la mort. Le docteur Edward Wilson dit « Si elle s'était noyée, nous ne pourrions pas le dire. Nous avons écarté plusieurs causes de décès. Elle n'a pas été étranglée, poignardée ou droguée. Il n'y avait aucune trace d'aiguille et nous nous sommes particulièrement intéressés à cette possibilité. Mais il est possible que d'autres indices d'actes criminels aient été effacés par la décomposition. Il est possible qu'elle se soit noyée avant d'être placée dans la fontaine, même si l'hypothèse d'une noyade volontaire est incertaine. Du coup, la cause officielle du décès est hypothermie. Elle est allée nager dans le lac, a grimpé dans la fontaine et est morte de froid. Dossier classé. C'est sûr que beaucoup de personnes vont se détendre en allant nager dans un lac à 2 heures du matin et tout habillées pour ensuite crapahuter sur une fontaine. Pour le coup, le Baltimore Sun se fend d'un article sur la découverte du corps dans la fontaine. Mieux vaut tard que jamais. Mais l'affaire est vite éclipsée et Shirley très vite oubliée. Comme on dit toujours, une information emballait une autre. Et là, tous les journaux en parlent. Le 29 septembre 1969, Esther Lebowitz, 11 ans, disparaît en rentrant de l'école et son corps est découvert 2 jours après. Il y a un déferlement médiatique sur cette affaire et le tueur de la petite, Wayne Stephen Young, est rapidement appréhendé. On est bien d'accord que cette tragédie devait être exposée aux yeux de tous afin d'apporter la justice à cette pauvre petite fille innocente. La question est, pourquoi personne n'a parlé de la disparition et de la mort étrange de Shirley à part le journal Baltimore afro-américain? Une plus grande exposition de l'affaire à l'époque aurait peut-être permis à des témoins de réaliser qu'ils avaient vu quelque chose d'intéressant pour l'enquête. Bref, après la découverte du corps, ce cher Arnaud passe au détecteur de mensonges et échoue. Il est ensuite interné en hôpital psychiatrique car il est soi-disant bouleversé. Étrange. De quoi le soupçonner et l'arrêter? Eh bien non, pas du tout. Il n'a jamais été inquiété. En 1973, un prophète autoproclamé, Jérôme Q. Mills, dit savoir des choses sur la mort de Shirley. Il a mené une séance de spiritisme au bord du lac alors qu'il suivait un jeûne de 40 jours et a eu une vision. Voici ses déclarations. J'ai voyagé dans le temps et j'ai été témoin des événements qui ont conduit à la mort de Shirley. Je l'ai entendu crier, je l'ai entendu se faire battre. J'ai été dans un break jaune qui l'a emmenée au lac. Elle est morte dans la voiture et non dans l'eau. Je l'ai vue paralysée du côté droit. Quelqu'un l'a conduite jusqu'au lac et j'ai vu cette personne pousser son corps par-dessus la clôture en fer qui l'entoure. Puis, je l'ai vue être traînée dans l'eau. Quand on lui demande qui est le tueur, il répond qu'il ne sait pas car un voile noir l'empêchait de le voir.
Quant à la plaque d'immatriculation du véhicule, il n'en sait rien non plus puisqu'il était à l'intérieur du break. Voilà. Le 11 mai 2017, David aurait dit au journal Baltimore Afro-American « Je pense que ma mère est allée nager dans le lac car c'était une excellente nageuse. Elle avait même reçu des prix. J'ai l'impression qu'elle y est allée pour se changer les idées après sa dispute avec Arnaud et pour penser à mon frère et moi. Je crois qu'au moment de partir, elle s'est levée, est tombée en arrière et s'est cognée la tête contre le jet d'eau, car l'autopsie a révélé une perforation à l'arrière du crâne. Je veux juste tourner la page, même si on me dit n'importe quoi pour me rassurer. J'ai 6 enfants qui me posent des questions sur leur grand-mère et je ne peux pas leur répondre. C'est assez bizarre car le médecin légiste n'a pas parlé publiquement de trous au niveau du crâne, mais peut-être que la famille a des informations plus complètes. Pourtant, si cette plaie a vraiment existé, une enquête pour meurtre aurait été judicieuse. Cette théorie implique que Shirley, après qu'Arnaud l'ait raccompagnée chez elle, serait repartie à pied jusqu'au lac pour aller se baigner en pleine nuit et tout habillée. Il n'y a que moi qui trouve ça insensé. Admettons que bouleversée, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Peut-être a-t-elle tenté de se noyer, mais a trouvé la tâche plus difficile que prévu et s'est dirigée vers la fontaine au milieu du lac. A-t-elle escaladé la fontaine pour appeler à l'aide ? Si oui, pourquoi personne ne l'a-t-elle entendu crier dans ce parc si fréquenté même la nuit ? Si elle avait renoncé à mettre fin à ses jours, pourquoi ne pas avoir simplement regagné la rive à la nage ? Il est difficile de croire que quelqu'un choisirait de mettre fin à ses jours en restant assis au milieu d'une fontaine jusqu'à mourir d'hypothermie. Perdre connaissance peut prendre des heures, surtout par une nuit d'avril. Le meurtre n'est pas beaucoup plus simple à expliquer. Si Arnaud l'a tué, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de traumatisme sauf cette éventuelle plaie au crâne ? Si on se dit que toute trace a été effacée par la décomposition ou qu'il l'a noyé, comment a-t-il fait ? Arnaud était réputé pour être un bon nageur. Aurait-il vraiment pu traîner le corps d'une femme de 45 kilos, vêtue de son manteau et de ses bottes, sur une centaine de mètres à travers le lac ? Et même si c'était possible, aurait-il pu ensuite hisser son corps le long de la longue échelle métallique située sur le côté de la fontaine ? Peut-être avait-il tout simplement utilisé une barque ou un autre moyen de se déplacer sur l'eau. Un témoin qui n'a pas été écru a d'ailleurs signalé avoir vu un homme dans une barque sur le lac cette nuit-là. Et un autre a déclaré avoir vu Arnaud regarder vers la fontaine avec des jumelles, mais rien ne le prouve malheureusement. Et si le corps retrouvé n'était en fait pas celui de Shirley ? La question peut paraître stupide, mais des témoignages permettent de se la poser. Une femme aurait vu notre victime bien vivante après sa disparition. Elle aurait été aussi aperçue à l'autre bout du pays. Et cerise sur le gâteau, elle aurait téléphoné à une de ses tantes. Elle aurait dit « Bonjour tante Janine, c'est Shirley ». Elle aurait raccroché ensuite sans rien ajouter. Teresa a d'ailleurs longtemps fait des rêves où elle voyait que ce n'était pas le corps de sa fille dans la fontaine. N'oubliez pas, personne n'a pu l'identifier. Les vêtements qu'elle portait ont été détruits vu leur état et personne n'a pu non plus les voir. Tout ça est bien joli, mais encore une fois, il n'y avait pas des dizaines de femmes disparues dans les environs à ce moment-là. Les empreintes correspondent. Et comment cette maman poule qui travaillait comme une acharnée pour offrir une belle vie à ses enfants serait partie en les abandonnant ? Cette histoire étrange tombe complètement dans l'oubli. Du moins jusqu'en 2019, quand Laura Lippman sort son livre « Lady in the Lake ». Elle était enfant et vivait à Baltimore au moment des faits. Dans son livre qui mélange fait réel et fiction, elle parle du mystère du lac, mais aussi du meurtre d'Esther Leibowitz. Elle compare la très nette différence de couverture médiatique entre ces deux décès tragiques. En 2024, une série tirée du livre sort sur Apple TV où Nathalie Portman joue le rôle d'une journaliste qui s'intéresse aux deux dossiers. À propos de son livre, Laura Lippman dit « Je voulais vraiment examiner ces deux décès différents et la manière dont ils avaient été présentés dans les médias. Je me demandais quel lien pouvait bien les unir. Je ne voulais pas inventer une coïncidence grossière. Alors je me suis dit qu'une femme, une enquêtrice, quelqu'un qui se souciait des deux victimes, pourrait être l'élément qui les reliait. Quel dommage que dans la réalité, personne ne s'est vraiment intéressé à la Dame du Lac. » L'officier Roger Nolan, superviseur du service des affaires non résolues de Baltimore, dit en 2019 au Baltimore Sun qu'il s'agit d'une mort suspecte, mais jamais d'un meurtre.
Le corps ne portait aucune trace de violence ni de traumatisme et elle est très probablement décédée d'hypothermie. Comme vous voyez, il ne parle pas du tout de trauma crânien. Quant au Baltimore Sun, qui ne s'était pas préoccupé de Shirley au moment de sa mort, il sort maintenant pas mal d'articles concernant l'affaire. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'y crois pas à leur histoire d'hypothermie. Alors, selon vous, qu'est-il arrivé à Shirley ?